On parle évidemment, comme chaque jour, des marchés sur Boursorama et cette cinquième séance de baisse consécutive à la Bourse de Paris, le CAC 40 qui perd quasiment 10% en 5 jours. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. On appelle correction boursière en général. On dit voilà, quand un indice boursier perd 10% par rapport à ses plus hauts assez rapidement, on parle d'une correction. On fait 9% de baisse là sur 5 jours. On y est là. C'est une correction ça. Ceux qui n'appellent pas ça une correction, il faudrait qu'ils m'expliquent. Bien entendu, c'est une correction. En fait, on parle de correction ou de consolidation, pas à 10%, à 5%. Parce que les épisodes où en fait, on corrige de 10%, ils sont plutôt rares quand même. Et bien heureusement. 10% sur 5 jours. Oui, sur 5 jours si vous voulez. Mais concrètement, ce qui est important. C'est une chose, 10% en 5 jours, c'est non, mais il n'y a jamais de 10% en 3 ans en fait. Les mouvements ne se font jamais en ligne droite. Donc là évidemment, en fait, la question qui se pose, c'est pas est-ce que c'est une correction ou pas. C'est une correction, c'est une consolidation, c'est une respiration, peu importe en fait le qualificatif que vous employez. Le sujet principal, c'est est-ce que c'est une correction qui amène en fait à être comblée par un segment de hausse qui suivra. Donc est-ce que c'est une consolidation légitime ou est-ce que, on va y revenir, ou est-ce que véritablement ça ouvre ou ça pave la voie d'un autre environnement de marché qui sera un environnement forcément fondamentalement baissier. Les investisseurs, ils avaient un scénario en tête jusqu'à il y a encore une semaine. C'était de dire rapide retour à la normale de l'activité au mois d'avril. Ce scénario-là, il ne tient plus. On parlait d'épidémie, maintenant on parle de pandémie et c'est là où ça change tout. Et c'est là où on est complètement dans le brouillard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre scénario. En fait, la réalité, c'est qu'après 19% de hausse, 18 ou 19% de hausse qu'on soit aux États-Unis ou en Europe, non, vous allez voir en fait que pour nous, c'est pas autre chose. On est totalement en fait dans ce qui pouvait être entre guillemets prévisible. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel est le prétexte dont les investisseurs en fait vont se saisir pour finalement valider une prise de bénéfice qui était obligatoire. C'est-à-dire que la probabilité, en fait, après autant de hausses, que ce soit en ampleur et en durée, de connaître une consolidation, une correction, une respiration substantielle, elle était très élevée. Et vous regardez historiquement sur 35 ans, 50 ans ou 120 ans, en fonction de que vous soyez en fait en Europe, au Japon ou aux États-Unis, même dans les environnements les plus favorables, en fait, cette consolidation, elle devait arriver. Alors, vous savez, pour nous, la nouvelle en réalité, ne fait pas le marché. La nouvelle est toujours un prétexte pour un investisseur pour valider une envie. Et l'envie, en fait, après autant de hausses, était évidemment en fait, de revenir à des niveaux de valorisation qui vont permettre de considérer à nouveau les actions comme, on va dire, attractifs. Donc ça, c'est le sujet majeur. Si on en reste là, c'est une consolidation classique. On va dire, après 19% de hausse, repère 10% de baisse. Ça recrée l'opportunité de revenir en fait, sur le marché. C'est un double choc d'offres, encore une fois, avec des chaînes de production qui sont totalement paralysées, notamment sectoriellement. Avec un choc de demande, puisque dans beaucoup de pays… C'est plus ça le problème. Voilà, on voit bien Apple qui dit qu'il vend moins, enfin, il y a eu beaucoup d'avertissements sur résultats. Excellent. Du coup, maintenant, on a fait la première phase. Les 10% de baisse, de toute manière, on aurait dû les faire. On ne sait pas, ça aurait pu être le profit warning d'Apple, ça aurait pu être, peu importe. Peu importe le sujet, il fallait les faire. On les a fait. Maintenant, la question fondamentale, c'est est-ce qu'on reste dans un environnement de marché qui va être globalement incertain ou on rentre dans un marché qui est plus fondamentalement baissier. Et c'est là où il faut revenir en fait sur les propos que vous tenez. Sur la notion d'offre, ou de troubles dans la chaîne d'approvisionnement, pour le coup, les gens qui parlaient d'un scénario en V auront probablement pas tort. Scénario en V. Scénario en V, c'est-à-dire qu'on chute et on récupère. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a de la chance. Le fait que l'épidémie soit née en Chine est une chance. Pourquoi? Parce que c'est bien le seul pays autoritaire, qui arrivera en fait à cantonner l'épidémie dans des proportions raisonnables. Et ce qui fait qu'on voit qu'on a un progressif retour au travail qui fait que… Très progressif, mais en termes de chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet qui pourrait… Donc, globalement, là, les gens auraient raison de se dire, bon, il y a eu une consolidation, on va repartir. Le sujet maintenant majeur et qu'il va falloir trancher, c'est moins celui-ci que le dernier épisode qui est celui de la contagion aux autres pays. Parce que là, on n'est pas dans des pays autoritaires. On est dans des pays qui sont beaucoup moins dirigistes et dont la capacité à contenir la contagion va être probablement moins forte qu'en Chine. Deuxièmement, il y a un effet psychologique indéniable. Et donc, s'il n'y avait pas, selon nous, de sujet d'offre dans l'épidémie qu'on vit aujourd'hui, parce que ça va être relativement vite réglé, il y a un vrai sujet de demande. Aujourd'hui, nos économies ne sont pas des économies industrielles, ce sont des économies de services. Ouais. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un effet de contagion psychologique et avec une forme de cercle autoréalisateur où les gens commencent à prendre peur, et d'ailleurs les médias ne sont pas complètement…
vierge de toute responsabilité dans le fait qu'il y ait une forme de contagion en fait d'un état d'esprit qui est un état d'esprit entre guillemets qui contribue à. Donc il faut rien dire, il faut pas communiquer. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais en fait, on peut le dire avec raison. Voilà, ce qui n'a pas toujours été forcément le cas. On sent bien que l'odeur du sang fait probablement vendre certains, et du coup appuie en fait sur ces thématiques-là pour y aller. Mais bon, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens sortent moins, et on commence à voir la problématique italienne, véritablement va vers des zones en quarantaine. Les gens sortent moins. Si les gens sortent moins, les gens consomment moins. Or, les résultats des entreprises, ils sont basés sur quoi? Et bien sûr, les débouchés sur les ventes, sur la consommation des ménages. Je rappelle, dans les économies riches, 2/3 de la richesse qu'on crée repose sur la consommation des ménages. Donc là, on est face en fait à un vrai dilemme. Est-ce qu'on a effet de contagion, mais de contagion d'abord intellectuelle? Est-ce qu'il y a effet de contagion intellectuelle, psychologique sur l'ensemble des gens? Et là, on va vers des économies dans lesquelles en fait les gens vont moins circuler. Si les gens vont moins circuler, ils vont moins consommer. Attention, risque majeur pour le coup d'entrer en récession dans l'ensemble de zones économiques de pays riches. Et si on est dans ce scénario-là, évidemment, ça aura un impact sur les chiffres des entreprises et donc sur les marchés financiers. La financiers. correction ne fait que commencer. Bien entendu, on rentrera dans ces cas-là en bear market. Mais on n'y est pas là aujourd'hui. Déjà, c'est trop tôt, premièrement. Deuxièmement, n'oublions pas. C'est loin d'être exclu. C'est pas exclu. Non, mais c'est pas exclu. Faut pas une probabilité de 3%, c'est un truc comme ça. Alors, 2 points. Premièrement, tout de même, on parle marché financier. Hein. Là, on parlait économie réelle, on parle marché financier. Interprétation des investisseurs de la chose. À très court terme, on a quand même des acteurs qui ne sont pas véritablement intervenus en fait dans la danse, si en Chine mais pas ailleurs, les banques centrales. Les banques centrales, d'ailleurs, on peut même être surpris. En général, elles sont tellement réactives qu'on aurait pu même s'attendre à ce qu'elles réagissent un peu plus tôt que ce qu'elles n'ont fait aujourd'hui. Je pense bien sûr à la Banque centrale américaine ou la Banque centrale européenne. Donc, il est probable en fait qu'elles interviennent si jamais en fait la baisse perdure, voire même dans les jours qui viennent, elle devra avoir une intervention de la Banque centrale qui pourra rassurer à court terme les investisseurs. Mais l'enjeu majeur, donc on peut très bien avoir effectivement après 10% de baisse un rebond de 6, 7, 8%, voilà, et donc qui est probable suite à l'interventionnisme ou la prise de parole agressive, on va dire, ou très market-friendly des banques centrales. Oui, bien sûr, elle est imminente. Mais concrètement, alors pourquoi elle est imminente? Alors c'est moins le cas en Europe. Mais plus le cas aux États-Unis. Moi, je vois le conseil économique de la Maison-Blanche, Larry Kudlow, qui nous dit sur CNBC l'épidémie, ça ne sera pas une catastrophe économique. Voilà ce qu'il nous dit. Hein. Donc, oui, on le voit d'ailleurs là. Mais le degré de financiarisation en fait, de l'économie américaine n'est pas celle des Européens. À savoir qu'aux États-Unis, pourquoi les autorités regardent beaucoup plus les marchés financiers qu'en Europe? Tout simplement parce qu'ils ont construit un modèle de société qui est beaucoup plus sensible à l'évolution du prix des actions notamment. Pourquoi? Parce que les fonds de pension ont 45% de leur portefeuille investi en actions. Et ce n'est pas du tout le cas en fait, des acteurs, des institutionnels européens. Donc vous voyez, donc, il est très très peu probable, et on l'a vu à chaque fois en fait, les banques centrales sont toujours intervenues. Donc ça, c'est un élément probablement qui devrait rassurer dans un espace de court ou moyen terme. Maintenant, revenons simplement en fait au coup d'après, et c'est là où on peut s'interroger. Les entreprises, on l'a déjà dit à maintes reprises, pour nous en fait, la problématique d'une fin de cycle ne sera pas provoquée par de la politique monétaire ou de la macro. Elle peut être provoquée plutôt par de la microéconomie. Et plus le temps va passer, plus on va se rapprocher du moment où les entreprises vont devoir en fait acter les pertes en débouchés, les pertes en chiffre d'affaires générées par cet épisode. Ce qu'a fait Apple la semaine dernière. Ce qu'a fait Apple, mais c'était le premier, et globalement les marchés n'étaient pas encore psychologiquement prêts en fait à l'acter. Mais attention, Apple, et on l'avait déjà dit en fait la fois précédente, Apple c'est le premier probablement d'une longue série. Et là pour le coup, vu les niveaux de valorisation des marchés actions, en dépit du fait que la Banque centrale... Même après la baisse de 10%. Donc, notre scénario principal, c'est baisse de 10%. Il est probable qu'on rebondisse de 5, 6, 7%. On peut reperdre encore 2%, mais qu'on connaisse un segment de hausse. Mais le coup d'après, eh bien, quand on fait le point, on va avoir un ralentissement économique. On va avoir probablement une microéconomie qui, pour la première fois depuis des années, décevra. Et décevra, il est assez difficile d'imaginer en fait dans quelle proportion, mais elle devrait décevoir de manière relativement importante. Donc, avec un contexte géopolitique relativement incertain, ça fait quand même beaucoup de paramètres qui penchent du côté des forces négatives. Et finalement, la seule force positive qu'on peut identifier dans ce contexte, ce sont les banques centrales. Alors, l'alpha et l'oméga, à chaque fois on revient. Voilà. Oui, mais alors là, avant, on revient à chaque fois aux banques centrales. Revenons un petit peu en arrière. 2018, on n'avait pas les banques centrales, on n'avait pas les banques centrales à l'époque, mais on avait des bons chiffres économiques. Là, on a des mauvais chiffres économiques. Est-ce que la Banque centrale suffira à complètement inverser la tendance? Nous ne sommes plus en 2012, nous ne sommes plus en 2015, nous ne sommes plus en 2016, nous sommes en 2020, et les choses ont évolué. Et les marchés sont plus chers aussi. C'est-à-dire que pour convaincre les investisseurs à continuer d'acheter à des niveaux de valorisation qui tournent autour de 17, 18, 19 années de bénéfices, les entreprises,
ou pareil, quand on regarde en fait en année de chiffre d'affaires, il va falloir un peu plus que simplement qu'une banque centrale qui dise tout va bien. Ouais. En tout Donc, cas, je serai toujours là. c'est que la première phase de correction, elle est probablement pas loin d'être terminée. Que je pense parce qu'il y aura, selon vous, une réaction des banques centrales. Une réaction des banques centrales, et puis c'était extrêmement brutal, il y a un effet élastique. La correction très brutale donne finalement un élan potentiel pour rebondir. Après, sur la suite, il va falloir vraiment regarder, je dirais, la traduction réelle. Et la traduction réelle, ce sont les chiffres des entreprises, quant à la perte que cela va générer. Ouais, parce que je pose la question à chaque fois, mais c'est vrai que mettre un prix, encore une fois, sur ce risque de pandémie, mais c'est mission impossible pour vous, les experts. Non, mais en fait, ce n'est pas mon métier. La question fondamentale, c'est comment les gens interprètent cette pandémie et quelles conséquences ça a. Conséquences, confinement ou pas, arrêt de la consommation ou pas. Et donc là, vous ne pouvez pas l'anticiper. Donc c'est l'incertitude totale. Donc les marchés peuvent continuer à baisser. Et peut-être la correction n'est pas finie. Hein, la première phase de la correction. Alors, qu'importe la réaction des banques centrales. Non, mais c'est plus que le confinement réel ou la mise sous quarantaine. La réalité, c'est l'interprétation des autres. Je répète, en fait, une ville sous quarantaine, c'est un petit maillon d'une longue chaîne. La question, c'est est-ce que cet élément-là crée une forme de psychose partagée et génère le fait que les gens ne sortent plus. Bien évidemment, si on est dans ce scénario-là. Même ceux qui ne sont pas confinés. Eh bien sûr, c'est surtout eux qui comptent. Ouais. Encore une fois, ce qui compte aujourd'hui, ce qui fait annuler les réservations dans les hôtels, c'est moins les Chinois ou les Japonais qui ne viennent pas. C'est surtout le fait que les ressortissants n'ont plus envie de venir parce qu'il y a une peur qui s'est progressivement installée. Donc c'est beaucoup plus la demande interne qu'il faut surveiller que la demande externe. Et donc aujourd'hui, c'est une question psychologique. Vous savez, l'économie, ce n'est pas une science. Ce n'est que l'agrégation de nos comportements. Et nos comportements, ils sont soumis à nos humeurs, à nos excès d'enthousiasme, mais aussi à nos excès de peur. Alors on était peut-être dans une forme d'excès d'enthousiasme il y a encore quelques semaines. Il y a un excès de peur pour vous des marchés avec cette correction? Non, parce que moins 10, c'est ce qu'on a, quoi qu'il se passe, on ne va pas vous dire qu'on a une boule de cristal, mais c'est ce qu'on attendait, c'est légitime. C'était légitime au regard du parcours qu'on avait effectué en fait au préalable. La question fondamentale, c'est jusque-là, c'est normal. Le moins 10, vraiment, il était nécessaire. La question, c'est est-ce qu'on va de moins 10 à moins 20 ? Et ça voudrait vraiment signifier que pour qu'on aille de moins 10 à moins 20, il faut cet effet de contagion psychologique, cette forme de psychose qui ne touche pas simplement une ville sous quarantaine, mais l'ensemble de la population. C'est trop tôt, mais attention, il y a quand même quelques signaux qui nous inquiètent. Pour le coup, sur ce plan, le commerce de détail qui déjà en fait affiche des pertes. Le commerce de détail qui affiche des pertes aujourd'hui en termes de débouchés qui sont relativement conséquents. Vous voyez, c'est quand même compliqué. Hein, prenons la France, le commerce de détail en France. L'année d'avant, vous avez quand même eu des mois qui sont importants. Le mois de décembre, vous avez eu les gilets jaunes qui ont amené quand même à un peu bloquer les choses. Le mois de décembre, vous aviez aussi chez nous en fait la grève en ce qui concerne les retraites, qui ont amené à moins de flux, donc déjà des mois décevants. Et dans la foulée, vous avez à nouveau en fait ce phénomène-là. Et donc ce qui fait que attention, vous pouvez supporter un accident quand vous êtes un acteur privé, mais un accident suivi d'un deuxième accident et d'un troisième accident très resserré, attention, les niveaux de trésorerie, on est vraiment sous tension en termes de trésorerie pour pas mal de boîtes parce qu'on a déjà en fait des décrochages en termes de chiffre d'affaires. Donc il va falloir suivre ça de très très près. Si par bonheur, et comme ça pourrait arriver, on a un vaccin qui arrive, ou on a un traitement, plutôt un traitement en fait, qui arrive et qui permet de régler le problème. On peut avoir finalement une psychose qui ne se diffuse pas. Mais si jamais on a ce phénomène qui se diffuse, là pour le coup, il faudra clairement acter un changement d'environnement profond parce qu'il n'est impossible que les niveaux de valorisation des marchés actions se maintiennent à des niveaux actuels si les déceptions s'accumulent. Voilà. Et bien, déception, on en parlera d'ailleurs avec en fin de semaine, ou pas d'ailleurs, ou des bonnes nouvelles avec les présidents d'Arkema qui seront avec nous pour la publication de résultats. On aura le président de Worldline aussi, ce sera vendredi, et de Saint-Gobain. Donc on verra de quelle manière ils sont impactés. Merci beaucoup en tout cas. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci David.